Bienvenue sur Radio Galère, dans la demi-heure radioactive animée par le collectif Antinucléaire 13. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. La demi-heure radioactive a lieu les 2e et 4e mardis du mois, en direct à 14h, et a pour but de vous donner les autres informations sur l'industrie nucléaire, celles que l'on ne vous donne pas dans les médias. Considérant que nous sommes tous des cobayes de cette industrie et que nous sommes tous les victimes potentielles des catastrophes à venir, nous pensons qu'il est de notre devoir impératif d'informer, de nous indigner et d'agir. Aujourd'hui, on avait envie et besoin, je crois, de revenir sur la situation à Fukushima. Donc, dans les médias français, c'est le plus grand silence, sauf pour relayer les déclarations du Premier ministre japonais, expliquant que tout va bien et que les réacteurs sont bien refroidis. Par contre, quand on survole les blogs dédiés à la catastrophe, on se rend compte que c'est complètement le contraire. On a pioché au hasard des infos sur les blogs divers. Un blog incontournable, c'est fukushima-overblog.fr. En janvier, il y a un long article qui récapitule la situation de Fukushima ce mois-ci. On apprend sur un autre blog que 40 micro-sieverts à 1 mètre du sol ont été trouvés dans des gravats qui sont utilisés pour construire des écoles, des maisons. Une dose de 40 microsieverts heure à 1 mètre du sol correspond à la déposition moyenne probable de 12,33 millions de becquerels par mètre carré, ce qui signifie que cette déposition est 22 fois supérieure à la norme où l'AIEA décrète une zone interdite. Dans un autre blog en anglais, Fukushima Diary, on nous annonce que au début janvier, on a noté une augmentation rapide des retombées radioactives qui seraient liées à l'incinération des déchets radioactifs. Une autre info sur le même blog, la piscine de déchets du réacteur 4 de Fukushima est une énorme menace actuellement. Selon le physicien américain Arnie Gundersen, si elle cède, il ne faudra pas évacuer les populations dans un rayon de 250 km, comme le dit le gouvernement japonais, mais plutôt dans un rayon de 450 km. La piscine, pour rappel, la piscine du réacteur numéro 4, en fait, stocker du combustible usé, mais encore extrêmement radioactif. Et apparemment, il y a une fissure énorme et perd toute son eau. Donc, le combustible est à nu. Et déjà, de reconnaître qu'il faille évacuer sur un rayon de 250 km, oui, c'est déjà monstrueux. C'est absolument monstrueux. Alors, dans un autre site qui s'appelle Radioactive, c'est pas nous, mais radioactive.eu, colère dans la préfecture de Fukushima après la découverte que des bâtiments, une école et des routes récemment construits sont hautement radioactifs. Les gravats de la catastrophe ont été mêlés au ciment des nouvelles constructions. Grande affaire du nucléaire, ça. On dilue pour cacher le truc sous le tapis. Bien. Fukushima. Sur Europe 1, un flash exceptionnel de l'AFP. Je lis. La cellule de crise chargée de gérer l'accident nucléaire du 11 mars à Fukushima n'a gardé aucun compte-rendu de ces réunions, a-t-on appris lundi d'un responsable japonais. Ce comité extraordinaire, présidé par le chef de gouvernement d'alors, Naoto Kan, et constitué de ses principaux ministres, n'a conservé aucune trace écrite des discussions ayant abouti à l'évacuation de dizaines de milliers de personnes habitant à quelques kilomètres des réacteurs endommagés. C'est surréaliste.
Et on lui pose la question, il a répondu quoi? Je les ai perdus, je ne sais plus où ils sont, on les a achetés par mégarde, c'est quoi Voilà, c'est un petit peu comme on refera une émission sur les travailleurs du nucléaire à la fois en France et au Japon, mais on nous explique que les travailleurs, il y a des travailleurs qui ont disparu des listes. On ne sait pas s'ils sont malades, s'ils sont morts, ils ont disparu des listes. Donc c'est le cynisme le plus absolu. Ils ont fugué peut-être, je ne sais pas. Ouais. Romandie News, romandie.com. Tokyo, communiqué de presse. 10, 20 ans ou même plus d'un siècle de déchets habituels cumulés dans les villes du littoral nord-est du Japon en une seule journée le 11 mars 2011. 10 mois plus tard, il reste des monceaux à traiter, une tâche rendue plus rude par la radioactivité. Une grande partie des détritus ont été déblayés et regroupés, mais le tri et le traitement sont loin d'être achevés et ces montagnes de déchets représentent un danger. Le ministre de l'Environnement, Goshi Ozono, déclare « Nous voulons terminer en 3 ans, mais si les choses se poursuivent au rythme actuel, cela semble difficile. Il faut absolument accélérer », indique-t-il. Il dit aussi « Nous prenons des dispositions complémentaires comme la construction de sites temporaires d'incinération, mais même cela ne suffira pas. » Le gouvernement tente également de rassurer les populations en expliquant que les installations d'incinération sont pourvues de filtres assez fins pour empêcher le passage des particules radioactives. On ne nous explique pas ce qu'on fait des cendres. Eh ben, on l'a vu avant, on le met dans des bâtiments, on construit des écoles avec. On met dans les cours d'école. Voilà. On rigole, mais c'est quand même... ça a pleuré, quoi. D'autre part, il y a 10 jours, le collectif Avignon, mon amour, vous pouvez aller consulter le blog du même nom, organisait à Avignon une journée sur Fukushima avec de nombreux intervenants en visioconférence depuis le Japon et qui nous ont tous confirmé la gravité de la situation. Était présent également parmi nous Colin Kobayashi, journaliste japonais qui vit en France. Si on a des extraits de son intervention... Là, ça marche, je crois. Voilà, Colin Kobayashi sur la situation à Fukushima. Comme vous avez déjà vu certains témoignages qui viennent de Fukushima, la situation n'est pas du tout, disons, de façon très claire dans le bon sens, puisque, évidemment, le niveau de radioactivité est légèrement baissé depuis, oui, par rapport aux 3 premiers mois qui suivait après 11 mars, c'est un peu normal. Mais on ne sait pas du tout donc, où se trouve le corium, c'est-à-dire le magma, qui sont complètement fondus, notamment le premier réacteur. On ne sait pas où il est, dans quel format, dans quel aspect, et dans quelle radioactivité qui répand à partir de ce corium. Aucune information là-dessus. Déjà depuis le 11 mars, il n'y a pas d'information précise. De toute façon, je crois que eux-mêmes, les ingénieurs de TEPCO, ni experts scientifiques, disons officieux, officines, ils ne connaissent pas la réalité de ces accidents. Donc, TEPCO refusait pendant longtemps qu'il n'y a pas eu de meltdown, c'est-à-dire la fondue, combustible fondu. Il refusait de reconnaître, même quand M. Sarkozy et son compagnie Areva, avec Mme Anne Lauvergeon, qui sont allés à la fin du mois d'avril, eux, ils refusaient aussi, à ce moment-là encore, qu'il y a eu de grands accidents nucléaires.
il disait incident. C'est un fort mensonge qui continue, hein, de toute façon. Dès qu'il y a un grand accident, on n'aura jamais la vraie information. Ça, c'est sûr. Dans n'importe quel pays qui exploite le nucléaire, c'est la même chose. Les premières préoccupations du gouvernement, de l'État, même probablement la France aussi, une fois un grand accident arrive, c'est la maîtrise de l'ordre de l'État. Pas de santé ni de la vie de citoyens, mais l'ordre de l'État qu'il faut maintenir. Ça, c'est la même logique quand on voit, quand on recherche un peu le contenu de ce qui s'est passé. Donc, si on compare les milieux prises, la zone d'évacuation dans le cas de Tchernobyl, le cas, au Japon, il y a beaucoup de zones qu'il faut évacuer. La zone de 3/4 de zone de Fukushima, il faut évacuer. Mais ils n'ont jamais dit qu'on va évacuer. Ça, c'est évidemment la question économique. Eux, ils pensent d'abord la question économique et après, on parle un peu de la santé. Mais c'est d'abord le problème d'argent. Actuellement, jusqu'à présent, la centrale Fukushima Daiichi crache 200 millions de becquerels par jour. Ça continue. Et puis, on essaye de refroidir avec l'eau contaminée, mais il y a toujours des fuites quelque part. Donc, ils ne sont pas dans le système complètement étanche. Et puis, de petit à petit, donc, la quantité de l'eau fuite augmente. Il faut reprendre, mais il y a quelque part des fuites vers la mer. Déjà, dans 2 mois, la quantité déversée dans la mer Pacifique, ça a dépassé 469 billions de becquerels. Et l'autorité de sûreté nucléaire déclare que en cas d'urgence, c'est autorisé automatiquement. Il n'y a pas d'interdiction. Donc, Fukushima Daiichi, il est toujours considéré comme le cas d'urgence. Donc maintenant, il est évacué comme ça, sans prévenir à personne, sans déclarer ni au gouvernement, oui, et puis des troubles de thyroïde, 45% des enfants, et puis ces enfants qu'on l'accroît à tester sur l'urine, 10 personnes, 10 enfants, quasi majorité étaient contaminés de césium. Donc, à mon avis, d'ici dans 5 ans, on aura sûrement les premières conséquences sur les habitants de Fukushima notamment, et puis des gens qui habitaient sur les taches léopards. Et les taches léopards, c'est-à-dire que la radioactivité ne répand pas d'une façon très régulière, homogène. Il pleut dans un endroit comme la pluie, il y a un certain endroit qui est plus fort que les autres. Donc, si on fait des graphismes, en suivant des cours de valeur, ça fait comme des taches de léopard. Donc, on dit toujours 20 km de périmètre, mais ce n'est pas forcément un rond cylindre parfait. Donc, quand on voit des images, c'est vraiment des taches de léopard ou des taches de vache Holstein. Hein? Oui. Donc, même si c'est 250 km plus loin, il y a des taches comme Yokohama, Chiba ou Shizuoka. Par exemple, Shizuoka, c'est presque 300 km de Fukushima Daiichi, mais de la production de thé de Shizuoka, très connue, très demandée.
ils sont contaminés, par exemple. La réelle scène qu'on a eue dans les 3 premiers jours ou une semaine, ils ne pouvaient rien faire, puisque tous les données, tous les senseurs, tous les appareils de mesure, ils étaient en panne. Donc, aucune donnée dans le centre, dans la salle centrale de contrôle ne fonctionnait pas, puisqu'il n'y a pas d'alimentation. Tous les appareils de mesure installés autour de réacteurs ou à l'intérieur de réacteurs ne fonctionnaient pas. Donc, ce qu'ils ont pensé, c'est de s'enfuir. Alors, maintenant, la direction de TEPCO réfute cette hypothèse, mais ils ont réellement demandé au gouvernement de s'enfuir, parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Comment voulez-vous qu'on fasse, même professionnels, qui sont là, mais quand il n'y a aucune donnée, mais visiblement, ils étaient complètement coupés, donc système de refroidissement ne travaille pas, bah, tous les réacteurs, le cœur de réacteur se pète. Parce que même si on arrête le réacteur, il faut continuer à faire refroidir les combustibles pendant plusieurs mois et après 3 ans de stockage dans la piscine. Sinon, il risque de recommencer à fusionner. Donc le réacteur est extrêmement dangereux des combustibles nucléaires. Alors que s'il n'y a pas de données, rien, et puis si visiblement le système de refroidissement ne fonctionne pas, bah, c'est le syndrome chinois. Donc ils avaient peur. Le directeur qui est tombé malade, je ne sais pas quoi, qui est parti, le directeur de 50 ingénieurs qui restaient, M. Yoshida, ils avaient vraiment peur qu'il allait mourir. Il s'est déclaré. Ils avaient tellement peur. Et puis, évidemment, quand Naoto, le Premier ministre, a demandé de rester. Mais rester quoi? Quoi faire? Donc, ils ne savaient rien faire. Ils ont demandé tous les réseaux de TEPCO. Même, je crois qu'ils ont demandé même à Areva. Sûrement, puisque Areva et TEPCO, ils travaillent mutuellement, presque tous les jours ensemble, en échangeant des données et des résultats. Donc, ils ont sûrement demandé à Areva, mais Areva ne peut pas dire non plus une solution, puisqu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de manuel au cas de l'accident majeur. Il n'y a pas de manuel. Il n'y a qu'à s'enfuir. C'est ce qu'a fait Areva et ses employés. C'est ce qu'a fait Areva. Ils sont partis. Donc, leur fondement, leur principe, il n'y a pas d'accident majeur. C'est la seule chose qu'ils peuvent prétendre. C'est comme ça qu'il n'y a pas de manuel. Donc, tous les ingénieurs qui travaillent, ils n'ont pas formé pour faire face à un accident majeur. Parce qu'il n'y a pas de recette. Voilà. Bien. Je voulais juste dire que tous les témoignages en visioconférence du Japon et le témoignage de Colline étaient très intenses et très émouvants. On a beaucoup parlé aussi de décontamination. Parce que dans les zones contaminées autour de la centrale, tout est contaminé. Le sol, les arbres, les maisons, l'eau. Et donc, le gouvernement incite les populations à décontaminer, mais à décontaminer eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne leur donne même pas d'argent pour le faire et ils sont obligés d'essayer de le faire tout seul. C'est mission impossible, évidemment, parce qu'on c'est impossible. En fait, on essaye de leur faire croire qu'ils peuvent rester en territoire contaminé.
S'il décontamine, c'est bon. Et puis, faut se laver les mains et puis tout va bien. Arroser les maisons, enfin bon, c'est absolument impossible. Et l'autre but, c'est évidemment de pas les indemniser. Ils nous ont même parlé qu'il était question de faire revenir les habitants à l'intérieur de la zone d'évacuation des 20 km. Un autre témoignage qui était assez vraiment émouvant, c'est que les enfants autour de Fukushima, ils sortent pas, ils sont confinés, ils ont le droit de sortir une demi-heure par jour pour prendre leur petite dose, pas plus, et que en fait, quand on essaye de les faire courir ou de leur faire du sport, ils ont des difficultés parce que comme ils bougent pas assez pour des enfants, ils ont du mal à courir. Voilà, on nous a cité aussi certains suicides d'adolescents. Enfin, c'est un tableau très, très triste. Ça compter de courir, ça veut dire respirer. Oui. C'est gaver les poumons. Donc, juste une petite anecdote, si je la retrouve, qui était sur le fait qu'on est en train les Japonais ont investi des milliards d'euros pour construire une ville de 2 km² qui pourrait accueillir 50 000 personnes, une sorte de ghetto doré, dans le sud de l'Inde. Donc les populations pensent que les gens avec de l'argent au Japon sont prêts à fuir, se préparent à fuir. C'est le Japon, oui, pour se retrouver dans une région. Mais l'Inde, c'est peut-être pas le meilleur choix. Ouais. C'est ce que Colline expliquait. Hein. De toute façon, comme il n'y a pas de... On ne sait pas quoi faire en cas de catastrophe, la seule chose à faire, c'est de fuir. Alors, nous, on dit ici, au collectif Antinucléaire 13, qu'au vu de la gravité des dangers et des conséquences irréversibles de la pollution nucléaire, des catastrophes, il faut arrêter immédiatement de produire de l'électricité avec le nucléaire. Mais Étienne, toi, je crois que tu as compulsé... Oui, moi j'ai compulsé pour les fêtes de fin d'année. Greenpeace a diffusé sur son site un document ludique intitulé « Guide de survie à un dîner avec des pro-nucléaires ». En dernière page, en 4e de couverture si vous préférez, il est écrit « Depuis le début du dîner, Roger n'y va pas avec le dos de la cuillère, limite indigestion. Le nucléaire, on ne peut pas s'en passer. En France, on a le nucléaire le plus sûr au monde. Sortir du nucléaire, c'est revenir au Moyen-Âge. » Au menu du monologue, une grosse louche de contre-vérité assaisonnée d'une bonne dose de mauvaise foi. Il est temps de reprendre la main. Avec ce guide, vous allez pouvoir répondre à toutes ces idées reçues. Et Roger arrêtera de raconter n'importe quoi. Super! Dénoncer les contre-vérités, c'est justement le but de cette émission, et tout spécialement de ma chronique. Alors allons-y, comparons nos contre-vérités, nos convictions en somme. Ils ont listé 11 arguments pro-nucléaires à démonter. Argument numéro 1. Excusez-moi. Argument numéro 1. Sortir du nucléaire, c'est le chômage garanti, sous-entendu pour les employés de la filière. Réponse Greenpeace. Non, car il faudra créer des emplois pour démanteler les centrales, modifier nos habitations pour économiser de l'énergie et enfin développer le secteur des énergies renouvelables. Un vrai discours Europe Écologie Les Verts en somme. C'est ça l'argument numéro 1 à démonter. Faire des comptes d'apothicaire sur le nombre d'emplois à gagner ou à perdre dans une industrie qui met en jeu la vie de 60 millions de Français et de leurs descendants, pour ne parler que de nous. Quelle honte! Argument numéro 2. Le nucléaire, c'est l'électricité pas chère. Réponse Greenpeace. Une partie de la facture est payée par nos impôts. Et puis EDF va augmenter bientôt ses tarifs. Et puis d'abord, les Allemands consomment moins, alors on pourrait économiser dans la dépense, nous aussi. Bon, décidément, c'est l'obsession pognon chez Greenpeace. Moi, je propose qu'EDF offre une réduction amicale de 10% à tous les leucémiques qui vivent à côté des centrales.
T'as vu mon cancer? Je l'ai eu pour vachement pas cher. Enfin, c'est vrai, c'est un argument régulièrement asséné par nos lobbies. Bien entendu, la recherche et le développement du nucléaire nous est facturé avec les impôts. Et nous sera facturé pendant des millions d'années également, à minima, la gestion des déchets. Nous sera aussi facturé le prix soit du démantèlement, j'espère, sinon de la catastrophe éventuelle. Mais ne soyons pas indécents. Le pire bilan de Fukushima n'est pas sur le plan économique quand même. Sinon, oui, c'est sûr, l'atome, ça coûte méga bonbon. Si ça coûtait pas cher, on continuerait? Oui, bien sûr, c'est pas le sujet, mais on est d'accord. Eh ben, nous, on dit que ça ne continuerait pas. L'histoire de coût, c'est pas un raisonnement. Ben, bien sûr. Pardon, Bien sûr, pardon, excuse-moi. Non, mais je t'en prie. Argument des pronucléaires numéro 3, tout le monde l'a entendu, c'est le nucléaire ou la bougie. Réponse Greenpeace, encore le scénario négawatt. On remplace le nucléaire par rien. On économise, c'est tout. Alors, à une affirmation crétine, le nucléaire ou rien? Greenpeace a une réponse du même niveau, rien. Bien sûr, en France, nous ne pouvons pas nous passer de 75% de notre consommation électrique du jour au lendemain. Une vraie transition énergétique devra passer par un retour des centrales thermiques, au charbon ou au gaz. Sujet tabou chez les écolos depuis le Grenelle de l'environnement. Eh bien quoi? Les centrales thermiques seraient pires que les centrales atomiques? Quelle blague! Et les centrales thermiques, on sait les arrêter ou les réguler à la demande. Elles coûtent beaucoup moins cher et ne mettent pas les populations entières en danger. Vous préférez quoi dans votre cuisine? Une pile atomique ou une chaudière au gaz? Oui, puis il n'y a pas des barbelés autour et on ne les garde pas avec des tasers. Ben oui, c'est pas dangereux, mais bon, quand même, Quand on même. sait jamais. Hein. Argument pro-nucléaire numéro 4, le nucléaire contre le CO2. Réponse Greenpeace. Ok, mais si l'on construisait 1400 réacteurs nucléaires dans le monde d'ici à 2050, on réduirait les émissions mondiales de CO2 de seulement 4%. D'autre part, l'électricité ne représente que 17% de l'énergie utilisée en France. Donc, ça ne fait que 17% de CO2 d'économiser. Et voilà encore l'effet pervers du Grenelle de l'environnement. La bête noire, c'est le CO2. Le nucléaire, c'est bon pour la planète. Et Greenpeace de foncer tête baissée sur l'appât. Et le problème n'est pas là, les mecs. Bien évidemment, notre industrie, nos transports ou notre agriculture se foutent comme de l'an 40 du CO2. On peut très bien réduire l'émission de CO2 si on le veut vraiment. Tiens, en 2008, on a inauguré, dans un grand silence médiatique, une nouvelle centrale au charbon qui ne dégage pas 1 gramme de CO2 dans l'atmosphère. Et quant à préférer le plutonium au carbone, on revient encore une fois dans le grand n'importe quoi. Et j'en profite pour dire que la France exporte des centrales à charbon propres, entre guillemets propres, à la fois en Pologne et en Chine, mais qu'on ne peut pas le faire en France. Donc, merci Étienne. On continuera la semaine prochaine à démonter les... Oui, il y en a quelques autres aussi qui sont assez croquignolettes. Ouais. On continuera, voilà. Donc, on voit bien que même parmi les antinucléaires, je mets ça entre guillemets, il y a vraiment des positionnements très, très différents. Le fonds de commerce de Greenpeace étant d'expliquer que le nucléaire, c'est très mal, mais qu'on peut en sortir en 30 ans avec... Voire 40. 2050 voire 40. Ceci dit, j'en reparlerai la prochaine fois, mais globalement, je ne suis pas contre leur réponse. Le tout, c'est que ça semble complètement à côté de la plaque, quoi. Pour nous, avant tout, le nucléaire, c'est dangereux, point final. Oui, si c'est dangereux, si c'est dangereux, on arrête. C'est d'une simplicité à toute épreuve. Notre prochain rendez-vous, vous pouvez venir nous voir maintenant tous les deuxièmes mercredis de chaque mois à partir de 18h30, 19h, à Mille-Babord, rue Consolat, à Marseille. Donc, ce sera première réunion le 8 février à 18h30. Et puis, prochain rendez-vous Radio Galère, mardi 14 février à 14h en direct. Voilà, merci Radio Galère, merci Rémi à la technique, merci Étienne. Merci Isabelle et à dans 15 jours. À dans 15 jours.